On va se faire aujourd'hui un petit CTF, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Très, très bon CTF, j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est le but, hein. Sinon, si c'est pour tout le temps faire des CTF faciles, c'est pas marrant. Alors, si, vous voyez un peu de quoi on parle, à mon avis, vous allez peut-être être familier avec ce qu'on va faire dans ce CTF. Si vous débutez, le niveau va être très élevé, hein. Même si c'est une machine, facile, je me méfie, c'est des machines, hack the box. Elles sont généralement bien plus compliquées, que celles Try Hack Me. Donc grosso modo, on a une machine Linux qui va nécessiter l'exploitation d'une faille qu'on appelle SSTI. Je vais introduire brièvement le concept. Je vais pas rentrer dans les détails, on pourrait en parler pendant des heures. C'est très technique, très complexe. Je vous mettrai toutes les ressources de nombreux articles pour aller creuser, hein, et comprendre par vous-même. Grosso modo, je vous avais parlé de Spring Framework. Je vous avais montré comment on pouvait exploiter une faille qui avait été détectée, une CVE, il y a quelques mois. On va revenir sur une application qui fait tourner donc le Java Spring Framework et on a une sorte de barre de recherche en fait, hein. Et le but, c'est d'avoir notre accès initial, hein. On va essayer de pousser à distance du code arbitraire. Il va falloir qu'on trouve notre vecteur d'attaque. On va analyser la surface d'attaque et essayer de trouver des parades, voir comment ça fonctionne et comment on peut abuser de cette fameuse attaque SSTI. Donc pour l'escalade des privilèges, on va essayer de trouver un groupe, hein, dans lequel se trouve l'utilisateur, découvrir un fichier journal. On peut utiliser PalmSpy que je vous avais présenté il y a quelques mois ou quelques semaines pour essayer de trouver, hein, tout ce qui tourne en tant que route et éventuellement voir s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Et là, en l'occurrence, ouais, si on lit, on décompile, hein, dans un jar, dans une archive Java, on trouve certaines conditions pour passer, exploiter, hein, faire du pass traversal, et même, on va le voir, générer une XXE. D'accord? Donc, c'est une escalade de privilèges extrêmement difficile. Ça va vraiment croissant. D'accord? Donc elle est classée facile. À vous de juger, encore une fois, hein, je me permettrai pas. Mais même moi, on a passé des heures et des heures. Donc voilà. Là, je vais la refaire avec vous, hein. Je vais mettre moins de temps, je vous rassure. On va revoir les bases de l'énumération. On va regarder un petit peu comment fonctionne le site, essayer de comprendre un petit peu la techno et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire pour ce petit CTF. Alors, je vous mettrai des liens, hein. Il y aurait, comme je vous disais, beaucoup à dire sur l'attaque. Je vais quand même introduire la SSTI, que vous compreniez un peu mieux. Alors, déjà, on va parler des injections de modèles côté serveur, ce qu'on appelle du Server Side Template Injection. Ah, incroyable, SSTI. Alors, si jamais c'est le cas, on peut avoir des scripts, hein, qui sont potentiellement vulnérables aux attaques par injection de modèles côté serveur. Donc, on a cette architecture, hein, client-serveur, et l'injection de modèles côté serveur, ça se produit techniquement lorsqu'une entrée qui est contrôlée par l'utilisateur va être incorporée dans un modèle côté serveur, comme son nom l'indique. Grosso modo, ça va permettre aux utilisateurs d'injecter des directives de modèles, hein, comme on les appelle les template directives, et ça permet à un attaquant donc d'injecter surtout, vous l'avez compris, des directives de modèles qui sont malveillantes et éventuellement qui vont exécuter du code arbitraire sur le serveur qui est affecté par cette faille. Alors, rémédiation, déjà, il faut que les modèles ils soient pas créés à partir d'entrées contrôlées par l'utilisateur. Les entrées utilisateurs doivent être transmises au modèle à l'aide des paramètres du modèle, hein, pour nettoyer les entrées et qu'on puisse pas faire ce type d'attaque. Je vous mettrai des articles de qualité que je vous conseille de traduire, hein, pour comprendre déjà le fonctionnement, les bases, hein, du fonctionnement, le principe de template côté serveur, qu'est-ce qu'une RCE, qu'est-ce qu'une SSTI, pourquoi on le fait via une injection de modèle côté serveur, le principe de framework, hein, puisque c'est pas propre. Là, on va parler un peu Java. Là, c'est basé sur du XML, du XHTML, du HTML5. On a différents moteurs de templating, comme on les appelle. On a Teamleaf, notamment. Hein, c'est pas celui qu'on exploitera sur la machine, mais grosso modo, vous avez tout un type d'expression, hein, variable de sélection de messages, de link, hein, au niveau de l'URL, fragmentation des expressions.
qu'on va pouvoir utiliser notamment dans Spring. Donc Spring Framework, Java, je vous avais déjà présenté une faille, je vous disais il y a quelques temps, une CVE qui avait été détectée. Là, aujourd'hui, on va travailler sur autre chose. Je vais juste rappeler donc les principes. Grosso modo, je vous disais, c'est l'un des moyens les plus confortables de créer des pages web. Ça consiste à utiliser des modèles côté serveur. D'accord? Ces modèles, ils vont créer des pages HTML qui incluent les éléments spéciaux et vous allez pouvoir les remplir et les modifier dynamiquement. D'accord? Le principe, on parle de quelque chose de statique et on fait aussi du dynamique. C'est la base des pages web aujourd'hui. Donc c'est facile à comprendre pour les concepteurs et facile aussi à maintenir pour les développeurs. On a des moteurs de modèles côté serveur pour différents langages et environnement côté serveur. D'accord? Donc, TimeLeaf, comme je vous disais, TeamLeaf, je sais pas comment on prononce d'ailleurs, vous m'excuserez, qui fonctionne avec Java. D'accord? Donc, ça veut dire que les injections de modèles côté serveur, qu'on appelle SSTI, je vous le disais, sont des vulnérabilités qui vont permettre à l'attaquant d'injecter du code dans n'importe quel modèle côté serveur. En termes simples, on va pouvoir introduire du code qui est réellement traité par le modèle côté serveur. Donc bien sûr, très grave, on peut faire de l'exécution de code à distance, RCE, et ça se produit généralement dans un environnement de bac à sable, d'accord, qui est fourni par le moteur de modèle. Donc heureusement, il est souvent possible pour nous de s'échapper de ce bac à sable. Donc ça peut permettre à l'attaquant de prendre le contrôle total du serveur. Donc toutes les techniques, c'est déjà pousser les SSTI, trouver, bien sûr, analyser le code source et comprendre où sont les failles, les exploiter, arriver à pousser d'abord des RCE type Path Traversal, Local File Inclusion, Common Injection, pour arriver à un reverse shell. D'accord? Et une fois qu'on a un reverse shell, jailbreak, sortir du sandboxing et router la machine. Ça va être la cyber kill chain classique, on va dire. D'accord? Donc, je vous redirigerai aussi vers des papiers de James Kittle, Emilio Pinna, qui ont écrit des abstracts, des papiers universitaires. En effet, inspirez-vous des meilleurs, pas de saltimbanque, des gens qui ont fait de longues et hautes études. Je vous mettrai tous les documents en documentaire, en description de la vidéo. D'accord? Comme d'habitude. Ok, donc on est parti. On va voir un peu la machine. On va se faire une petite reco. On va récupérer l'adresse IP. Ok, donc déjà comme ça on peut pas l'atteindre. On va essayer sur le 80. Toujours rien. Ok, donc il nous faut faire un scan de port. C'est ce qu'on va faire. On va se faire un sudo nm 11720, c'est ça? Non, 10 10 11 170. 10 10 11 170. Ok. Alors, je vais éditer mon fichier host quand même. Sudo tc. Oh, j'ai de la latence. Donc, on va éditer mon fichier host. On va lui dire donc là 10 10 11 170 s'appellera panda.htp. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la machine? Alors, c'est du Ubuntu, protocole 2.0, on a du SSH et on a un HTTP proxy. On voit un code pen ici. Là, c'est intéressant. On voit le Red Panda Search. Il nous dit que c'est du Spring Boot. Donc, pareil, phase de reco. Je sais pas ce que c'est Spring Boot. D'accord. Donc apparemment, avec du Java, on a toute une infra qui s'appelle Spring Boot. Ça permet de gérer des projets, de faire tourner des applications. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais montré une CVE, comme je vous le disais. Alors ok,
Bon, là je fais ma phase de reco et j'ai vu quoi? J'ai vu que c'est un port custo, on passe par le proxy qui est sur le 80-80. Du coup, on va lui mettre le 80-80. On a une erreur de certificat et on voit qu'en HTTP ça passe sur le 80-80. On arrive sur le Red Panda Search. D'accord? Et on retrouve en fait la bannière Red Panda Search qui est là. On voit le title. D'accord? Le title s'affiche ici. D'accord? Là, le title, c'est Hack the Box, papa. Donc, on retrouve notre title. Et le reste... Ouais, ok, c'est du Linux. D'accord. Donc, obligé, si on se retrouve avec quoi? Avec une mire, un champ, plus précisément, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, je sais pas, taper n'importe quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on peut taper? Toto. Bon, Toto, il aime pas. Hein? Donc je vous montre, hein, j'ai rodé le truc, je vous montrerai. Grep, il aime pas. Par contre, si je lui mets Greg, Greg, il trouve notre ami. D'accord? Greg, c'est un hacker. Hein? Attention pour ses attaques d'injection. D'accord. Donc là, t'as compris, il y a quoi? Il se passe quelque chose sous le capot, visiblement. Et on voit qu'on a quoi? En face de reco, on a Woodank. Hein? Et tu vois qu'il tape visiblement sur quoi? Je lui rentre un truc et il me tape l'image. Là, c'est un Guy. Hein? Il a tout le temps faim et il mange tout le bambou du monde. Ok, d'accord. Donc, on retourne. J'ai quoi? J'ai également Smooch. Donc, tu vois que ça vient taper dans une base de données, visiblement. D'accord? Notre ami. Hein? Donc, voilà. Hein, il prend dans ses bras, il fait des bisous à tout le monde. Super intéressant. Donc, tu as compris. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a Smiley, il y a tout ça. Là, on voit qu'on peut faire une export table. On peut exporter en XML. Qu'est-ce que je te disais en introduction? Bah, ça tombe bien, justement, un Spring Boot et d'autres. On a un moteur de template. Le moteur de template fonctionne à la base via du XML, via du HTML5 ou du XHTML. Ok? Donc ça, c'est pas très intéressant pour nous, mais ça nous permet de corroborer le fait qu'il doit y avoir quelque chose. Hein, on a, malheureusement, si je vais sur WAP Analyzer, je trouve rien de concret. Il n'arrive pas à détecter. D'accord? Je peux quoi? Aller voir le code source. On retrouve. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Hein, on voit que ça fait un export via l'XML, pas de problème. Et là, c'est intéressant, on voit qu'il y a visiblement deux auteurs. On a Woodank et on a Damien. Donc ça, premier truc qu'on va se faire, on va se le noter quelque part. Prendre Kate par exemple, Damien. D'accord, donc ça peut servir, je sais quoi, qu'il y a un serveur SSH. Hein, est-ce que je pourrais pas me connecter en tant que Woodank ou me connecter en tant que Damien? Ou, troisième option, le compte qui existe tout le temps. Après, il peut être bloqué. Hein, ça va être à nous de vérifier. Bah, le root aussi. Hein. Donc là, vous voyez que au niveau de SSH, on a déjà, des pistes à creuser. Hein. Par contre, je n'ai pas de clé privée, je n'ai pas de mot de passe, j'ai rien. D'accord? Donc on voit qu'il nous troll un peu, il nous parle de ses pandas, credit point. Ok, donc il est crédité d'un point chaque fois qu'il poste les images. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait commencer à essayer d'énumérer. Hein, visiblement, il y a quoi? Là, on énumère dans Search. On peut peut-être essayer d'énumérer. Donc pareil, si vous vous rappelez plus, vous pouvez utiliser autre chose. Hein, mais je vais faire... on va commencer un dir. Commencer par un dir. On va lui dire quoi? On va lui mettre notre word list. Alors, on va aller dans user share. On doit avoir sec list. Dans sec list, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se faire une big à la limite pour commencer.
Donc on a du 404, hein, visiblement il y a quoi? Il y a le proxy qui est en train de nous jeter. Alors, il nous trouve plain, intéressant. Donc là on voit qu'on génère une erreur, on est en 404. Ok. Alors. Donc là on est en 404 sur du plain, on a quoi? On a quote. Pareil. Il nous parle d'erreur. Je suis pas sûr qu'on y accède non plus. Non. On voit qu'on a toujours l'application qui nous dit écoute, t'es gentil. Not found 404, vas-y dégage. Donc on se fait jeter par le système. Donc on a différents types d'expressions. Si vous le voulez, je vous disais, on a les expressions variables. En pratique, c'est des expressions qu'on appelle OGNL et Spring EL. Donc c'est intéressant pour nous parce que c'est le premier truc qu'on va tester quand on se fait une SSTI. D'accord? On va utiliser les expressions variables qui gèrent les variables. Tu l'as compris. Donc c'est basé sur Spring. On a vu qu'il y a de fortes chances que ça soit TimeLeaf ou autre chose. Qui utilise Spring EL. Donc voilà, en fonction des frameworks, on peut avoir plusieurs choses, plusieurs types de configurations, mais la logique reste la même. Donc je vais repartir sur à la racine. Cette fois-ci, je vais monter les threads aussi, on va leur mettre 32, histoire que ça booste un peu. On trouve notre erreur, mais on est d'accord, on n'y a pas accès. Si on suit cette logique, notre erreur c'est mort. On se fait jeter. Là on a carrément un statut de 999. Donc techniquement si on suit le délire, on a quoi? On a stat, on a search. Search on y accède, c'est le seul pour l'instant. Stat. Ah là c'est intéressant, on voit que on a quoi? On a stat, on a query strings et on peut lui passer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait Damien. Si je force Damien, qu'est-ce qui se passe? Là je vois en tant que Damien, c'est intéressant. Et j'ai quoi? J'ai maintenant d'autres. J'ai Angie, c'en est un autre. D'accord. On a exporté le XML. D'accord, donc on retrouve en fait le nombre de fois où, c'est ce qu'il disait, à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui arrive à trouver les photos, ça incrémente le compteur, ça donne un point de crédit. D'accord, donc là on va se taper toutes les photos. Tu vois que c'est assez intéressant d'ailleurs parce que qu'est-ce que je viens de faire? Apparemment il prend que le début. Là j'utilise une expression régulière. Non, là ça passe pas. Si je mets shy, non, tu vois là ça marche pas. Si je mets 50 plus 50, par curiosité, 50 plus 50, il arrive à calculer. Donc il y a les données qui sont parsées quelque part, apparemment je peux faire des opérations. Je peux faire 7 x 7, 14 7 x 7, 49 Si je fais 7 x 7, 49, il le trouve. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, typiquement, quand vous allez commencer à injecter en STI, on va mettre dans une accolade, d'accord, 7, et je vais commencer à injecter comme ça. Ça va être le payload initial. Tu vois que là, il met la même chose. Sauf qu'on a vu quoi? On travaille sur une expression variable. L'expression variable, tu vas lui mettre $1, en fait. Si c'est une expression de sélection, tu vas lui mettre un wildcard. Si tu lui mets un dièse, c'est de message. Si tu mets un arrobase, c'est une expression de link, utiliser l'URL, et tu peux lui mettre une petite tile, la petite vaguelette, et dans ce cas-là, ça sera pour fragmenter les expressions. D'accord? Ça permet de réutiliser des parties des modèles. D'accord? Donc ça, c'est nos constructeurs. Grosso modo, pour travailler là-dessus, pour gérer nos expressions. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire expression variable. On a vu, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, je le cale. Voilà. Et là, c'est intéressant. On voit que il est banni. D'accord? Alors,
On a similaire aux expressions variables, mais utilisées à des fins spécifiques. Alors, c'est comme ça. Avant de creuser, je m'étais dit, si quoi, visiblement le dollar est banni. Le dollar, il est banni. Tu peux faire quoi? Est-ce que tu peux faire un arrobase? L'arrobase, ça a l'air de passer. Intéressant. Hein, je reprends ce que je t'ai donné. Si je fais un dièse, le dièse, il a l'air de le prendre. Intéressant. Ok, et si je fais la vaguelette? Tu vois, donc, si on corrèle les informations, on a quoi? Pour l'instant, on a 2 caractères qui sont bannis. Ok, donc ça, pareil, on va se le noter. Hein. Au niveau des filtres en place, si j'arrive plus à taper, pardon, on a quoi? Visiblement, on a dollar et on a tac. Donc, pas d'expression variable, pas de possibilité de fragmenter les expressions. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le dièse, l'étoile, le wildcard et l'arrobase. Alors, on va tester. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui ai dit, écoute, ça c'est bien, c'est le payload. Maintenant, on a vu que... Ah, tu vois que là, ENUS. Tu vois, il me répond 49, mais il me dit, écoute, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un formatage langue. Ça, vous le retrouvez très souvent. Hein, sous Linux, c'est très très courant. Typiquement, hein, ça peut être dans un fichier XML, ça peut être... Quoi? C'est le formatage classique. D'accord? ENUS, ENUS. D'accord? Vous le retrouvez dans plein d'applications. Hein, notamment pour gérer peut-être votre clavier. Ou peut-être quoi? C'est un tag de langage IETF, ça peut être quoi? Pour définir via le language code table que l'application tourne en anglais. D'accord? Donc l'application qui serait hébergée par Spring Boot, visiblement, il y a quelque chose qui ressort. Et en effet, tout le texte que j'ai, c'est en anglais. Hein, donc, vous voyez, on est en train de commencer à pousser à la faute. Ok, si je recommence, ça marche bien. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire, on a vu, si le dollar n'est pas accepté, je peux faire un arrobase. Je recommence, pardon, mon payload classique, on a dit quoi? Il faut commencer par un 7x7, d'accord? On referme. Je vais prendre ça. Ah, là, ça redevient normal. Donc, tu vois, nous, le but, c'est de pousser à la faute. Là, visiblement, quand je fais ça, c'est pas le même résultat. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est pas l'arrobase qui permet de faire des expressions liées, URL, hein, pour définir des URL, des chemins corrects dans l'application. Moi, il faudrait que je teste plutôt quoi? On a vu ça? Ça le fait réagir. Et le dernier, surtout, qu'est-ce qu'on a vu? C'est limite remplacer le quoi? Le dollar par un wildcard pour se servir des expressions variables mais utilisées à des fins spécifiques. Alors là, tu vois que ça réagit. Mais au moins, j'ai pas le ban caractère. Donc pour l'instant, il y en a 3 qui m'intéressent. Hein. C'est l'arrobase, le dièse et notre ami wildcard. D'accord? Donc il va falloir qu'on fuse et qu'on essaye d'exécuter du code, hein, c'est tout le problème en fait, hein, c'est essayer d'insérer une expression qui va être interprétée et voir un petit peu ensuite comment on peut échapper. D'accord? Comment on peut échapper? Le payload, j'ai envie de dire simple, c'est 1, 2, mettre mon expression et refermer. Tu vois? Alors, on peut tester. Ça. Si je fais ça, comment ça réagit? Ah, tu vois qu'il réagit comme ça. Ok. Si je lui mets maintenant un wildcard. D'accord, ça repasse. Donc là, tu vois, c'est plus banni. Il accepte bien de me l'afficher tel quel. Ok. Si on parle sur... Qu'est-ce qu'on a dit? Wildcard, ça le fait. Ok. Si je fais mon dièse, ça le fait aussi. D'accord. Et si je fais ceux qui étaient bannis... Ah, tu vois que là, il y a un filtre. Même ça, quand c'est encapsulé, il aime pas. Là, décidément, le dollar, tu vois, il y a quelque chose. Donc ça, c'est une possibilité. On peut faire comment? On peut faire comme ça aussi. Hein, pour nos techniques de bypass en SSTI. Ok. Et là, tu vois que c'est pareil. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourtant, les autres marchent. Hein, si je fais ça, les autres marchent. Ça va me l'afficher tel quel. Donc, on a un vrai problème au niveau de notre étoile. Autant celle-ci, elle gêne pas, autant tu vois, dès que je fais quoi, étoile, et j'ouvre mes accolades, que je fais un appel vers une expression variable, je suis bloqué.
hein, on nous empêche d'injecter. Donc, il faut trouver un moyen de contourner tout ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer aussi ? Je peux essayer de le faire passer comme si c'était un string. On a vu qu'on a notre astérix et il nous bloque. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On reprend exactement le même payload, on lui fait un 7x7, et là on va voir si quand je le mets entre double quotes, je le passe comme un string. Ah, là tu vois, d'accord, que ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? C'est peut-être pas un programme Python, c'est un autre langage qui est utilisé. D'accord ? Si on corrèle les informations, on a vu que Spring Boot, t'as une grosse composante, quoi. T'as du XML, t'as du HTML, ouais, ok, tout ça, mais t'as du Java. Hein ? Alors, est-ce que c'est pas parsé par du Java ? D'accord ? Alors, on continue notre délire. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que ça, on l'injecte, ça passe sans problème. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Commence pareil, injecter, qu'est-ce que je peux faire ? J'ouvre là, je ferme là. Le 7, comment je peux le passer ? Je peux le passer comme un string. Ok ? Donc là, visiblement, ça le prend, sans problème. Donc si vous faites vos recherches, hein, on voit que déjà, on a des outils automatisés. Hein. Pour faire le taf, je vais vous montrer un petit peu. Hein, c'est là que ça devient un petit peu intéressant. Et je vais vous expliquer après en détail. On va voir comment comprendre pour le faire à la main. Mais on a un très bon outil qui s'appelle SSTI Payload, générateur. Donc techniquement, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va venir générer un payload pour nous. Je l'ai déjà téléchargé, je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Et je dois l'avoir là, vu que je l'ai installé. Voilà, il est là notre ami. Donc on va aller là-dedans et qu'est-ce qu'il fait pour nous ? Il va offusquer. On va faire des appels, des calls en Java. Et vous allez voir que on peut le passer et ça fait des choses bizarres. Alors je vais lancer le générateur de payload. Là on automatise. Il me demande une commande. Je sais que je suis sur un Ubuntu. Je vais lui dire ls. Tu vois ? Et là en fait encodé, on a notre appel. D'accord ? Donc ça c'est notre ls. Et on en utilise de l'imbrication. D'accord ? En Java. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Ah, tu vois, qui nous dit ban caractère. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si tu suis encore ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on a fait ? Ok, mais ça commence par quoi ? Ah, ça commence par notre dollar. Tu vois, si on fait ça, est-ce que ça passe ? Non, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'on peut peut-être remplacer. On a vu que dollar ça bloque par ça. D'accord. Donc là, tu vois qu'il te le prend tel qu'il est. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On avait vu que on peut remplacer le dollar par un wildcard. Ah, là, c'est encore plus intéressant. Pourquoi ? Il y en a un qui bloque. Il y en a un autre qui passe, mais qui donne pas d'informations. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit 882 SELF. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que là j'ai fait quoi ? J'ai fait de l'injection de commande. On va retenter, je vais le dire cette fois-ci. LSLA. Ok, on recommence. Qu'est-ce qu'on a vu ? La clé du succès en fait c'est quoi ? C'est le wildcard. Ça y est. On commence à faire notre injection. Donc là, ça devient super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tripper ? Que vous compreniez bien, il y a toujours plusieurs façons de faire. Je vais lancer Chromium, je vais lancer Burp, et on peut aussi faire une attaque via Burp. Mais vous voyez que dans le navigateur, ça fait le taf. On a vu qu'il y a quoi ? Il y a des logs, et on retrouve notre utilisateur Woodlink. À la limite, moi j'aimerais bien savoir où on est. Je vais lui dire, écoute, plutôt PWD. D'accord ? Donc je peux le faire là, mais je vais vous montrer là, puisque c'était le but quand même de l'opération. D'accord ? Je vais reprendre le pilote. Donc, on retrouve ça, pas de problème. On voit que c'est au niveau du paramètre name qu'on peut commencer notre injection. On injecte, on va forward, mais il me faut quoi ? Je voulais dire d'intercepter la requête.
hop, je forward. Et ça, c'est quoi? Suffixe DNS, on va forward. Voilà. Et là, c'est super intéressant parce que vous voyez qu'on n'est plus en erreur, ni 400, ni 404 not found. Il nous répond, on retrouve notre title, d'accord? Et le plus intéressant, il nous dit, tiens, regarde, t'as cherché là-dessus, tu vois? Et en effet, alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous. On est dans une sous-arborescence qui s'appelle HRSperf data, blablabla, blablabla, blablabla. Donc tu vois que il va falloir qu'on se balade. Mais on peut commencer à injecter. D'accord? Je peux commencer à injecter des commandes sans problème. Je peux utiliser burp ou pas. Et on a notre ami qui nous rend des services. D'accord? Puisque PWD, voilà où on est. On peut lui faire un ID, savoir qui on est. Et à mon avis, on est Woodank. On va aller voir. Je remplace, j'injecte. On est bien. Woodank, logs. D'accord, sur Woodank. Ok. Donc visiblement, on a le UID 1000 et on fait partie du groupe Logs et Woodank. D'accord, 1000 et 1001. D'accord. Donc, pareil, si vous cherchez un petit peu, vous avez, avec Actrix, plein d'explications que je vous conseille d'aller voir. D'appeler SSTI Attack, voilà, Server Side Attack, un site que je vous conseille vraiment, qui est la bible du hacking, et il vous explique le principe. D'accord? Donc ça, pareil, je ne vais pas développer, mais vous voyez que j'ai testé quelques payloads qui ressemblent furieusement à la détection. D'accord? Puisque avant de trouver une faille, il faut déjà essayer de pousser le système à la faute, qui réagisse de façon anormale. C'est ce qu'on a cherché à faire là ensemble. D'accord? Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. On a vu qu'on peut commencer à faire de l'injection de commandes. D'accord? On va essayer d'aller plus loin et vous voyez qu'en faisant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est des booléens. Est-ce que j'arrive? Je prends deux chemins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vulnérable? Est-ce que c'est pas vulnérable? Si ce type de payload répond, il y a de fortes chances que ça soit du Jinja 2, du Twig, du Mako, du Maven. Twig, c'est du Java? Ça tourne en Java? C'est quoi ce délire? C'est quoi le Twig? Twig, template? Ah non, c'est du PHP. D'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Jinja? Jinja 2? Jinja 2? Ah, Python. D'accord. Ok. Donc tu vois que Spring well. Ah, expression language. Donc c'est le langage d'expression dédié à Spring. Et peut-être que, tu vois, lui il fait quoi? Il gère peut-être du Java. Puisque là, visiblement, tu vois, on est en train de faire des appels en Java. D'accord? Et grâce à ça, on arrive à faire de l'injection. Donc, pareil, après une bonne phase de reconnaissance nécessaire, puisque on peut pas tout savoir, tu vas chercher, tu vas aller voir sur le site de Carlos Polop, qui est le papa de Linpeas, de WinPeas, que tout le monde doit connaître. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu descends, tu commences à lire, tu t'instruis. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Le monsieur, il est gentil, il te dit charge utile. Là, il te dit action basique. D'accord. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, écoute, voilà des opérations simples sur des chaînes. Voilà quelques exemples. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que là, on peut faire un replace. Là, on travaille sur A. On fait notre A to string. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? On sait qu'on a certains caractères qui sont qui sont automatiquement tronqués. D'accord? Quand je fais mon wildcard, il aime pas ça. Il aime pas ça. Je vais reprendre cet exemple que tu comprennes bien. D'accord? Bête et méchant. Je parlais pas de moi. Ok. Donc là, DFD replace. Qu'est-ce qui a changé? Strictement rien. D'accord? Rien n'est tronqué en l'état. À partir du moment où je mets un wildcard, bim, tu te manges une erreur en sassant. Il te dit, vas-y, dégage. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On a vu que on peut passer tout entre double quote. C'est ce qu'on avait tenté tout à l'heure. Pareil, je me mange également
une erreur. On regarde, on voit qu'on on peut faire peut-être un get class, tu vois, accès à la classe qui gère les chaînes. Hein. On va se faire un class Java lang. On peut peut-être quoi ensuite? Utiliser une runtime pour exécuter, demander à quelque chose, tu vois, d'exécuter. Hein. Donc ça, c'est un peu ce principe en fait. Hein. Au niveau de la détection, tu vois que tu peux faire des slips, J2E, burp. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux prendre ça, l'injecter, on va voir comment ça réagit. Hop, là-dedans, là-dedans. Ok. Forward, 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 forward. Donc là, c'est tout. Ah, ok. Je retrouve mon payload qui est là. D'accord. Je vérifie que c'est le bien, c'est le bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'envoie ça, je vais l'envoyer au repeater, hein, puisqu'on va réinjecter constamment. Ok. Je lui envoie ça. Comment il répond le serveur? Là, on est en 200 et il nous dit ban caractère. Ok. Donc tu vois qu'il a pas l'air de kiffer, quoi. Donc là, on voit que ça passe pas. Par contre, on peut commencer à travailler sur quoi? Peut-être sur du Remote File Inclusion. Hein. On a des RCE qu'on pourrait pousser. Encore une fois, différentes méthodes. Hein. Et là, je vois un class, get class, for name, Java lang runtime. Ça, c'est pas mal, ça. Ça fait quoi? Ça fait un get méthode. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pourrais prendre ça. Et là, il fait un exec. Vous voyez, là, il essaye de taper via curl. Encore mieux. D'accord? Donc, injection d'entité directement, d'entité HTML directement dans le template. On a vu techniquement que quoi? Bah ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'injecter des templates malicieux, d'accord? Pour que ça soit géré côté back-end par le serveur. Est-ce qu'on peut pas se faire un délire comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Je peux tester de quoi? Je vais ouvrir le port 444 de ScriptKitty. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait tester, pousser curl. Hein, lui dire par exemple, j'ai un serveur Python 3. Hein, on va héberger un simple HTTP serveur sur le port que je viens d'ouvrir. Et on va voir tout simplement s'il récupère la communication. D'accord? On va voir, on peut tester. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais reprendre exactement la syntaxe. Qu'est-ce qu'on a? RCE. On était où? Autant pour moi. Donc là, vous voyez, ça l'injecte carrément dans la href. Mais moi, ce qui me plaît, c'est la syntaxe. On va curler D, ouais, mais je vais curler pas sur le flag. Je vais curler ailleurs. Alors, quel payload on peut se pousser? Ça, c'est pas mal. D'accord? Moi, je vais regarder mon adresse IP. Je veux dire, écoute Coco, tiens, il y a un truc qui tourne là. Hop. Parfait. Ok. Qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais un curl HTTP. D'accord? Je lui dis, écoute, va voir cette machine. Je lui précise quand même le port 4444 parce que c'est pas le port par défaut. HTTP. D'accord? Je ferme et je referme. N'oubliez pas, il y a la code là-dedans. D'accord? Je referme et on a un problème. Pareil, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que le dièse va pas passer. Donc on remplace par ça. Ok. Est-ce que ça va fonctionner ça? On va tester. Hein, en théorie, qu'est-ce qui devrait se passer? Je devrais avoir une réponse. D'accord? Si notre injection fonctionne. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Moi, j'en ai aucune idée en fait, à vrai dire. D'accord? Donc là, je suis en 404, je reviens sur mon délire. Si on lui passe ça, qu'est-ce qui nous fait le coco? PID not exited. Tu vois qu'on a un message différent. Cependant, j'ai aucune connexion entrante. D'accord? Vu qu'il y a un curl, en théorie, ça aurait dû taper. Tu vois qu'on a ce message. Donc, il l'exécute avec un PID, c'est-à-dire que ça s'exécute côté serveur. Cependant, je ne reçois pas l'appel, moi, sur ma machine. Il y a quelque chose qui empêche. Hein, tu l'as compris,
c'est pour empêcher qu'on puisse faire aussi simplement que ça, quoi. Eh ben, un appel vers un netcat et récupérer un reverse shell. D'accord? Donc, il va falloir qu'on continue à creuser et qu'on comprenne la logique sous-jacente. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, on a fait des tests. On a vu qu'on avait des caractères interdits. On a d'autres tests aussi qui permettent de faire d'autres bypass qu'on retrouve. Ça, c'est dans l'article d'Equinix. Alors pareil, vous avez un outil qui s'appelle TPL-Map pour essayer d'injecter. Malheureusement, ça ne marche pas. Tu peux tester. Tiens, regarde, je vais te montrer même. On va faire ça, je vais te montrer. Et tu vas voir qu'on n'arrivera pas à l'avoir. Il faut tester, que vous compreniez en fait. Parce que j'ai passé, je sais pas, on a passé 2-3 heures pour faire le CTF. Voilà toute la mind map, c'est-à-dire le chemin intellectuel qu'on a fait. J'étais avec 2 amis. Voilà le délire. Alors, je crois que j'ai téléchargé TPL Map, que tu peux trouver là. Et grosso modo, on fait quoi? On fait l'appel, on va aller t'appeler sur page, name, John. Nous, c'est autre chose. T'as vu que c'est search. Et puis même, j'ai un autre truc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais modifier l'adresse. C'est http 10 10 11 170. Et on a vu que ça tournait sur le port 80. Ensuite, qu'est-ce qui tourne vraiment? Comment on fait cet appel? Je peux aller là-dedans. Tu te rappelles, je tapais Greg là? Ça faisait un truc bizarre. Greg, il aime bien. Ok, la panda de bio, on pouvait aller là-dedans. Ah, tu vois qu'on a... Nous, c'est stats. Intéressant. Donc, on va modifier la charge utile. On teste pas bêtement. Qu'est-ce qu'il fait techniquement? Ça, d'accord. Par contre, tu vois que lui, il injecte. Il y a quelque chose. Il referme là et il injecte avec un wildcard. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qui se passe. Il nous dit qu'auteur est injectable. Il teste avec du wildcard, il fait son rendering. Donc à chaque fois, en fait, ça fait des appels vers le backend, le serveur, et ça lui dit vas-y, envoie-moi ton template, j'ai besoin de tester. D'accord? Et visiblement, tu vois qu'il teste pour Jinja, pour Twig, pour Mako, pour Python, pour Tornado, pour Smarty. Tu vois? Donc ça nous permet déjà, en tout cas, de savoir que le booléen n'a pas d'attribut au niveau de replace. Donc, mais cependant, on a auteur qui est injectable. Ok, l'auteur est toujours injectable, mais tu vois, on commence un peu à sécher. Qu'est-ce qu'on peut faire? User comment? User level 5. Ok. Et si on lui cale un level 5 pour pousser plus loin les recherches. Là, tu vois qu'il teste 65 variations. Ça va aller un peu plus loin, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc là, on est en train de faiser le point de terminaison. On voit qu'on a stats, on a notre query strings, on a auteur et c'est notre paramètre auteur qui est injectable. D'accord? C'est sur lui, exactement comme quand on fait des LFI, des RFI. On va essayer de travailler dessus. D'accord? Pour commencer nos attaques par injection. Ça tombe bien, la SSTI est une attaque par injection. Alors, pendant que ça charge, que tu comprennes bien aussi, qu'est-ce qu'on avait vu? Je t'avais dit que l'underscore aussi, ça peut être utile comme technique de bypass. Mais tu vois que ça bloque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'injecte Toto le hacker, tu vois, et que je l'encapsule comme ça passe pas. D'accord? Donc on voit que finalement, il y a quoi? Il n'y a pas que ça qui est bloqué. Ça passe. Mais tu vois bien que si je fais quoi? Ça, je commence à ouvrir quoi? Les accolades. Tu te rappelles? On fait notre petite opération. Là, ça bloque. C'est ce qu'on avait vu au tout début. Ce que je veux dire, voilà. Là, il te fait le calcul. Il est en 49. Parce qu'on a mis ça. Mais si je mets un $, tu sais que ça bloque. D'accord? Donc, il y a plusieurs caractères. Là, je suis en train de... Voilà, on est banni. Et si je fais ça, par exemple, t'es banni aussi. D'accord? Donc, si je résume, on a quoi? Ça, c'est banni. Ça, c'est banni. Et ça, c'est banni. Notre $. D'accord? Donc, on a 3 signes qu'on ne peut pas utiliser. D'accord? Ou il faut trouver des techniques de bypass. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut essayer de pousser un reverse shell. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais faire? On va
essayer d'uploader vers le serveur éventuellement. Hein, puisque qu'est-ce qu'on a en fait techniquement là, la méthode la plus simple c'est de faire un wget. Hein, je peux faire du command injection, je peux lui dire écoute, tiens, j'ai un serveur HTTP, je vais te créer un payload et tu vas le pousser. Hein, on va essayer de faire ça, je vais vous montrer plusieurs façons. Ok, donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc tu vois que tout ce qu'il fait là, hein, parce que honnêtement moi je suis mauvais en Java, hein, je suis en train d'apprendre, c'est pas un langage qui me fait kiffer, hein, même si c'est un très bon langage, c'est robuste, tout ce que vous voulez, mais voilà. Donc je suis en train d'apprendre, hein, là heureusement on a ce petit outil qui nous génère des payloads, mais après toi il va falloir apprendre, hein, comment les générer, et comme je t'ai dit, pour bien commencer, on commence à étudier tout ça, hein, puisque tout le principe est là. Les applications, c'est Shanscope, t'as plein d'articles, hein, que je te conseille d'aller voir. D'accord? Et on voit qu'on a le fameux spell, mais ça serait pas le Spring Spell, le langage de programmation de Spring? Ah, intéressant. Et tu vois que, putain, c'est marrant ça ressemble furieusement. Tu vois? Et en effet, hein, on utilise quoi? On utilise du spell parce que c'est du Spring, d'accord? Donc, c'est plus que du Java en fait. Hein, c'est le langage d'expression du moteur Spring qui est utilisé, d'accord? Et c'est ça, une des sous-composantes qui permet en Java de faire gérer les templates, d'accord? C'est pour ça qu'on utilise ce langage un peu particulier, hein, mais tu vois que tu retrouves, d'accord? Et si je tape spell, encore une fois, hein, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, je vous en avais déjà parlé, mais si je tape Spring Framework, ça gère les expressions. Spring Expression Language, spell. Ah, tu vois, là tu commences à améliorer ta reconnaissance, tu commences à corréler les informations, tu dis ok, je comprends mieux pourquoi les payloads ils marchent comme ça, d'accord? Puisque c'est ce qui est parsé, ce qui est compris, d'accord? Côté serveur. Ok, donc on commence à en voir un petit peu plus clair, d'accord? On va se créer un payload, on a quoi? Bah, on a un serveur Linux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Une charge utile Linux, hein, je veux récupérer quoi? Un shell inverse, donc on va se faire un shell inverse. Je vais aller dans mon home pour pas être perdu. Ok, sudo msfvnum, pardon, la plateforme c'est du Linux, on va se faire un x64, c'est un serveur, donc il sera forcément 64 bits, pardon. Et on se prend un reverse TCP classique, hein. Ça c'est à chaque fois qu'on fait un POC. Mon lhost, je te là. Et je vais reprendre le port que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc lhost, on lui donne ça, notre lport, on va lui donner le script qui dit port, et on va lui dire alors, vous savez quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Soyons plus malins. Le serveur il communique sur quoi? Sur le 80-80. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi je pourrais faire mon 80-80, ou plus, je pourrais utiliser du HTTPS, hein, ou je pourrais utiliser le 80. Hein. Ça c'est quelque chose de plus réaliste, hein, dans la vraie vie, entre guillemets. Là je vais réutiliser mon 444, d'accord? Mais pensez que en sortie, il y a peut-être des ports qui sont bloqués. Par contre, bloquer le 80, c'est compliqué. Bloquer le 80-80, ça va être compliqué. Bloquer le 443, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que sinon, le serveur ne peut pas communiquer avec Internet. Qu'est-ce que fait un serveur? Il attend les communications, hein, d'Internet. Hein, et Internet, c'est Toto le hacker, c'est ta tante Janine, ou c'est ma grand-mère Bertha. Tu le sais. D'accord? Et on attaque un Linux, donc bah, on crée un ELF. Rappelle-toi, c'est l'équivalent d'un exe sous Windows. Les exes n'existent pas sous Linux. Et je vais l'appeler, je sais pas, un truc backpermy. Hein, .elf. Pareil, l'extension n'est pas nécessaire sous Linux, mais on la met pour les êtres humains qui comprennent. Donc, on génère notre charge utile.
Burp Suite, j'en ai plus besoin. Hein, on va injecter directement. Le but, hein, c'est qu'on trouve un endroit où injecter notre payload. D'accord? Donc je vais le fermer. On va passer directement là-dedans. On va injecter là-dedans puisque on peut tout faire en fait dans le navigateur. Hier, j'ai utilisé Burp, mais je me rends compte que en fait, on pouvait le faire directement. D'où l'avantage de refaire plusieurs fois un CTF. Vous aurez un regard neuf sur le CTF, et une fois que vous avez poutré la machine, allez voir les walkthroughs, allez voir ce que font les autres, d'accord? Parce que vous avez fait comme ça, mais il y a peut-être quelqu'un qui a une meilleure solution, une solution plus élégante, d'accord? Et il y a toujours plusieurs façons de faire. Notre file, je l'appelais backdoor, blabla, backdoor me, et c'est bien un ELF 64 bits, list significant bit executable, d'accord? x86 64, parfait. Donc là, il faut l'héberger. D'accord, sinon ça va pas le faire et il faut que je le pousse. Alors je vais héberger. Qu'est-ce qu'on a dit? Un sudo. Alors je vais ouvrir sudo ufw hello80. J'ouvre le port 80. J'héberge mon serveur Python sur le port 80. 8000 par défaut, donc 80, d'accord, et il nous faut sudo netcat lnvp sur le 4444 pour récupérer la main. Voilà. Ok, revenons là-dessus. Parfait. Alors, on peut pousser un peu en mode peut-être barbare. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? On a ça. Qu'est-ce que je peux lui dire? If config, je reprends mon adresse IP. Et on va essayer d'injecter avec notre copain. J'aurais pas dû quitter. Ah non, il est là. Notre STP, l'autre. Alors, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire si on doit transformer wget http sur ma machine. Cette fois-ci, j'ai ouvert le port 80. Tu récupères un payload qui s'appelle backdoor.me.elf et tu vas le sauvegarder en tant que quoi? En tant que back.exe.elf. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et tu vas faire un chmod 777 sur, ça part totalement en cours, sur backdoor.me.elf. D'accord? Donc qu'est-ce que je peux lui dire maintenant qu'il y est? Maintenant qu'il y est, on peut lui dire bah tu vas exécuter back par un elf. D'accord? Donc t'exécutes dans le répertoire courant back.elf. Ban caractère. Pourquoi? J'ai oublié de remplacer. Ah! Là, on se tape notre erreur. Et on n'a toujours pas la main. Donc tu vois qu'il récupère bien le fichier, il l'a écrit, mais il veut pas l'exécuter. Alors, je repars. Qu'est-ce qu'on peut essayer? On va essayer de transférer en plusieurs fois. Wildcard, on sait que ça passe. Je décompose. D'accord? Je lui passe un string vide. Je reprends la syntaxe de tout à l'heure. Je lui fais un get class. D'accord? Là, on fait notre appel en Java. Adresse 10, j'ai encore oublié. Et on a vu qu'elle s'appelait quoi? backdoor.me.elf. Je referme parce que j'ai ouvert, je referme ma parenthèse et on a vu qu'on place une accolade au début, une accolade à la fin. Est-ce que ça passe? Ça mouline? Est-ce qu'on a
notre appel. Ah bah, ils servent pas. Donc je relance. Ok. Donc là, il le récupère. Vous voyez qu'on peut le faire aussi comme ça. Il a récupéré backdoor me. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend la même syntaxe et je réinjecte. D'accord? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut? Une autre façon de faire. J'espère qu'elle marchera celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut lui donner les droits. D'accord? Donc on fait un chmod. Sauf que j'ai plus besoin de ça. Donc cette fois-ci, on lui fait le chmod. Qu'est-ce qu'on a vu? On nous fait un 777. D'accord? On donne les droits à tout le monde sur le fichier qui s'appelle backdoor me.elf. D'accord? Je referme. Il a refermé pour nous. Ouais. Parfait. Ok. Il y a le PID qui est passé. Maintenant, on va relancer. Et en espérant que ça fonctionne. Donc là, on demande une exécution. Je rappelle ma commande. D'accord. Et maintenant, on exécute backdoor.me.elf. D'accord? Et là, vous voyez que ça passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Techniquement, j'ai demandé en bash, d'accord, d'exécuter. Le bash, on voit qu'il voulait pas exécuter le LF. Je sais pas pourquoi. Du coup, on est passé par les applets Java, on a fait des calls et ça nous a permis de démarrer notre serveur HTTP. On génère, ça passe pas. Ça, vous pouvez tester en Python, en bash. Là, on voit que avec les calls, en Java, ça marche. Et on a bien l'autorisation. On a donné 777 sur la charge utile pour qu'elle s'exécute. On récupère notre coquille. D'accord? Import pty, excusez-moi. Pareil, je me distrais. Pty.spawn. On va lui ouvrir notre bin bash. On referme. Il me faut les doubles. On referme par un simple. Ok. Donc vous voyez, maintenant, il faut qu'on fasse notre reco. D'accord, sudo -l. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas le mot de passe. D'accord, puisqu'on a poussé une RCE. Donc, toute la phase, et moi je l'ai fait en plus en injection de commande, donc ça a été extrêmement long. Le but, c'est de trouver tout le temps quoi? Des choses qui sont intéressantes. Des fichiers de configuration. Des fichiers de quoi? De la techno qui fait tourner tout ça. Alors tu peux te balader, aller dans le home de l'utilisateur, tu vois qu'il y a notre ami. Ok, t'as le premier flag, d'accord? Que je te donnerai pas, je te laisse faire la machine. Mais on n'a rien d'intéressant. C'est pour ça, la plupart des gens, ils ont lancé un Linpiece. Moi, je me suis dit, on va se balader. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais que... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un peu de reconnaissance à la con et mettre default directory. Quoi? Spring? Oh. src main. D'accord. Donc tu vois, tu te dis, ok, je vais lui dire, écoute, le type c'est une arborescence, une directory, le name, tu vas chercher, qu'est-ce qu'on a vu, src main, d'accord, et tu rediriges toutes les erreurs vers dev-nul, qu'on soit pas pollué. PSAUX, on voit qu'il y a du jar, d'accord. Si on corrèle un petit peu, et je vois qu'il y a du MySQL, super intéressant. On pourrait trouver des trucs croustillants. Je vois un PID de 882, d'accord, je l'aurais trouvé avec le find. Je sais pas pourquoi il me le trouve pas, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas relancer ma commande, je la relance à la main. Je lui fais quoi? Un grep et je lui donne le PID. Et là, tu vois que un truc super intéressant qui est lancé par Wootank, qui est lance un jar. Ah, ça veut dire qu'il y a une archive jar. Qu'est-ce qu'une archive jar?
C'est une application qui a été encapsulée, d'accord? Qui est compactée et qui permet de faire tourner une application Java. D'accord, pas de problème. Et je vois qu'elle est dans OPT. Ah, mais il y a quoi là-dedans? Pour aller se balader, on va aller dans OPT. On va aller dans Panda Search. D'accord? Dans Target. Ok, LS. Classe, intéressant. LS là. Et j'ai quoi? J'ai un jar. Attends. On pourrait pas lire dans ce jar là? Ce jar qui porte un nom barbare, qui est en train de tourner techniquement. Ah merde, c'est une archive, d'accord? Donc, illisible. Hein, tu peux t'amuser, tu vas pas trouver grand chose, mon cher ami. Ok, il y a plein de trucs bizarres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, donc si tu suis ce qu'on a fait, je vais à la racine, je vais dans OPT. C'est super bug. Je vais... Ah, il y a du Maven, intéressant. Et tu vois que j'ai un script qui s'appelle cleanup sh et qui fait quoi? Qui nettoie, d'accord? User find, il cherche dans TMP, dans var TMP, dans dev, dans tous ces répertoires, il recherche quoi? Il recherche visiblement des fichiers, hein? Et il y a quoi? Il y a les fichiers JPEG et les fichiers XML. Il essaye de les effacer. Hein, il fait un exec, il fait un rf. D'accord? Donc tu vois qu'il est en train de faire du nettoyage à tâche régulière. Je sais pas qui lance ce script cleanup. D'accord? Mais ça va être intéressant pour nous plus tard. Ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'on est en train de galérer. Je suis en train de galérer. Mais c'est pour ça que c'est important de bien rechercher. D'accord? C'est des Panda Search LS. D'accord. SRC. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 red panda.log. J'ai des fichiers de log. Est-ce que je peux les lire? Visiblement, ça n'a pas l'air folichon. Ok. J'ai la main, j'ai la test. Je vais aller dans la main. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ressources Java. Alors, bien sûr, hein, tu te balades. C'est les mêmes. Ok, t'as quoi? Java, dans Java. D'accord, c'est quoi? C'est des répertoires. Ok, comme. Panda. HTTP. Ça serait pas le bazar qui fait tourner tout ça? D'accord? Ah! Et là, tu vois que j'ai des classes en Java. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire? Limite, LS, tu vois qu'il n'y a rien d'intéressant. D'accord? Donc je vais nous faire gagner du temps. Il y a main controller. 4 sur main controller. Stop. Controller. Ah, c'est super intéressant. Tout ça, on retrouve, tu vois, il faut que, grosso modo, il y a un snippet qui vérifie que l'auteur soit bien, quoi, Damien et Woodank. D'accord? Au niveau des crédits, on voit que c'est géré par du XML. Ok. Là, on a tous nos imports. Au niveau des librairies. Ok. Trop. Ah, on a un truc qui s'appelle creds. Creds.html. En fait, c'est quoi? C'est en train d'enregistrer le nombre de clics de la personne qui a trouvé les images. Rien de bien intéressant. Par contre, on a une clause où try. Dans cette clause, si tu regardes bien, il y a des trucs super intéressants. En fait, on fait quoi? On fait un appel vers la base de données MySQL qui tourne sur le port classique 33006. Mais en même temps, c'est ce qu'on a vu. On a vu que sur le serveur, il y a du MySQL. Et là, ça tape sur quoi? Sur Red Panda et ça rentre l'utilisateur Woodank et Red Panda Rules. D'accord. Intéressant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire? Me casser.
la base de données, hein, on a peut-être accès. Si elle est ouverte 3306, on a un mot de passe. Le premier truc qu'il faut tester, c'est quoi? Bah, c'est de se connecter en tant que Woodank pour arrêter d'avoir ce shell de merde. Yes. Et quoi? Le mot de passe. Et voilà. D'accord? Donc je sais que c'est compliqué si vous débutez, comprendre la logique, mais tu vois bien que qu'est-ce qui se passe? Bah déjà maintenant j'ai un vrai shell, ça arrête de merder, je peux taper le mot de passe et tu vois que je suis pas sudoer, d'accord? Donc déjà ça restreint nos possibilités. On va commencer à faire un peu d'énumération. Je vais essayer de taper Shadow, j'aurai pas les droits. Je vais essayer de taper PassVD pour voir qui y a sur le système. Et tu vois qu'on a notre copain MySQL, d'accord, qui est en bin false, mais on le retrouvait, hein, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? J'ai fait un grep sur MySQL. Il tourne. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu? 3306. Net. Stat. Quoi? Anno. Beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'on voit? 3306. D'accord? 3306, 3306, 3306. D'accord? Donc, en fait, quoi? Bah ouais, il y a bien la base de données, hein, qui tourne. Et voilà, c'est ça qui nous permet d'établir la communication. On passe l'autorisation de quoi? On passe par le SSH et après, visiblement, l'auteur se connecte à la base de données. D'accord? Notre ami, bah, on est qui? Woodank. Et on retrouve ce qu'on avait injecté au tout début du CTF. Vous vous rappelez? Je vous avais dit UID 1000 et JID 1000. Bah là, c'est le cas encore. D'accord? Donc on retrouve, on commence à corréler les informations, si vous le voulez. Le problème, c'est qu'il nous faut faire notre privesc. Sauf que, tu vois qu'on retrouve pas. Avant, il avait un autre groupe. Tu te rappelles quand j'ai poussé le River Shell qui était instable? On avait quoi? Bon, là, j'ai fermé, je peux plus te montrer, mais on avait groupe. On avait un autre groupe, pardon, qui s'appelait Logs. D'accord? En fait, pourquoi? Parce que ce qu'on a tapé, que je pouvais pas lire, c'est quoi? T'as vu qu'on a un panda search, hein, qui s'appelait 001, blablabla, hein, snapshot. Tu te rappelles, j'ai essayé de l'ouvrir et je te dis, ah putain, c'est encodé, c'est une archive, on peut pas le lire. Excusez-moi, je tape comme un chien. Donc, ça, qu'est-ce que tu peux en déduire? Visiblement, c'est quoi? C'est Woodank. Il fait quoi aussi? Il fait partie du groupe. Du groupe quoi? Du groupe Logs. Et visiblement, c'est le groupe Logs qui quoi? Bah, qui lance Panda Search. D'accord? Donc ça, on voit que là, étrangement, quand je me connecte en SSH, on voit plus le Logs. D'accord? Tu vois bien qu'il y a un groupe, en effet, 1001. D'accord? Donc ça nous permet de corréler. Ok, donc on a crontab, on fait de la reconnaissance, cette fois-ci pas sur les utilisateurs, mais sur les groupes. On a du KVM, on a du TSS, TCP dump, ça. Il doit y avoir un truc qui tourne en tant que route. Il va falloir qu'on fasse notre escalade de privilèges. Alors, premier truc qu'on peut faire, c'est aller chercher une lolbin. Hein, une lolbin, c'est-à-dire si jamais il y a un programme qui tourne en route, je peux peut-être aller récupérer le programme, hein, et faire mon escalade de privilèges. D'accord? Donc c'est pas une LFI. Hein, donc si je suis sur du Apache, on va chercher les suites, d'accord, pour faire notre lolbin. Donc je peux prendre ça, on va en tester plusieurs. Alors, on a ça et je vais tester ça. Pourquoi il aime pas?
Donc ça, il aime pas. Ok, revenons. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut partir sur le GTFO et... Alors bien sûr, hein, vous pouvez lancer, comme je vous disais, vous pouvez lancer quoi? Vous pouvez lancer... Si les GTFO bin ça donne rien, il va falloir qu'on utilise notre ami. Donc on va prendre celle-là, ça va être plus simple. Je vais le placer dans quoi? Dans... Ok, il aime pas. On va reprendre, on va le télécharger. D'accord. Donc sudo mv téléchargement et le copier dans le répertoire courant. Ok, donc on l'a là. Sudo donc je repars. Cette fois-ci c'est ppp spy, je vais y arriver. Donc on exécute SPY64. Ok, on va voir ce qu'il nous trouve. Donc tout ça c'est le 0, 0, 0, 0, 0. Alors, intéressant, là on voit le 1000, hein, notre fameux snapshot là. Le 7029, on a un fichier là. Ça c'est intéressant. Il faudrait voir ce qu'il y a là-dedans. Mais comme c'est un jar, on peut pas le lire. C'est ce qu'on avait vu, le parser. Ok. Est-ce que je peux quand même le copier? On va essayer. J'interromps. Je lui dis copie ça ici. On se retrouve avec notre jar. D'accord. Alors. Il va falloir qu'on bidouille. On va prendre GD GUI pour décompiler. Il est lancé, parfait. Donc il faut qu'on le rapatrie. Alors, on va se faire de l'exfil. On va utiliser Netcat, je crois qu'il est installé, on va en profiter. Transfert méthode. Ok. Ok, ça tourne sur le 444, on va essayer de l'attaquer. Donc ls, là je suis dans Pinfire, on va dégager de là, je vais dans mon home, sudo wget
HTTP sur 10, 10, 11, 170, port 444. Et tu vas me récupérer un fichier qui a un nom à coucher dehors. Ok, on a exfil, en principe, il est là. Sudo chmod 777 sur final. Qu'on soit pas embêté, parfait. JD JD, oui. Ok. Donc, JDGUI nous permet de décompiler notre archive Java. On avait vu qu'elle n'était pas lisible. On va aller taper dedans. Dans mon saltimbanque, j'ai une petite archive. Ok. Donc là, on va pouvoir développer. On a Macaven, on a vu que ça tournait là-dessus. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Il faut qu'on trouve en fait où est l'appel. D'accord? Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire peut-être une recherche. Ah, il me laisse pas encore. Ok, donc il faut qu'on ouvre. Voilà, l'app class. Ok, donc ça, c'est, on va dire la classe principale de l'application. Dans le log parser, c'est dans le com. Ok, donc là, on voit. On commence à, on a décompilé, on peut analyser le code source. Alors, on voit que on se retrouve. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit là, qu'il y avait des choses bizarres avec les images. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que je vous remonte, que vous compreniez bien. Là, je vais l'arrêter. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu OPT, ok. On avait vu quoi? On avait vu Panda Search, ok. On avait vu SRC, et surtout, pardon, Cat, Red, Panda. D'accord? Tu vois que, ok, là il se passe quelque chose sur ce fichier. Ok, on peut le read et tu vois que ça appartient bien à Logs. Donc c'est bien Logs, le groupe Logs qui fait tourner, et en tant que root. Et en effet, c'est lui qui fait tourner notamment le dependency jar. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Tu vois, OPT Panda, ça tape dans le statique, Qu'est-ce qu'on a? Si on s'intéresse à ça, on a notre RI Panda. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans ce... On a notre main, d'accord? Techniquement, on a exfil, d'accord? On l'a décompilé pour faire de la rétro-ingénierie. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Il est où? Ça tape quoi là? On a OPT Panda, ça fait log fd, ça utilise un file descripteur pour le lire. Ça fait un new file, mais on a quoi? On a notre main, d'accord? Donc ça veut dire que ce fichier, il est lu dans la main. On voit qu'elle est passée en plus en public static void. Ok, donc ça veut dire que là-dedans, il y a des choses qui sont très intéressantes. On retrouve d'ailleurs notre artiste, les crédits, get artist. Tu vois, on dirait qu'il est en train de parser des données, et il travaille sur quelque chose. Là, apparemment, on parle d'artiste et de crédit. Alors, artiste, soit c'est un artiste, soit peut-être c'est quoi? Ça parle de chansons. C'est intéressant. On voit qu'il fait un system out, println. Ok, ça c'est intéressant, mais regarde aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le script là, c'est un peu bizarre. Si tu regardes bien, tu te rappelles, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'étais sorti dans OPT, j'avais mon cleanup. Et tu vois que le cleanup, je t'ai dit, il travaille sur quoi? Il travaille sur du XML, il travaille sur du JPEG. Intéressant. Revenons
à ce que je te disais. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait des imports. Imaging, JPEG. Ah, metadata, tag, directory. Ça commence à te donner une idée. Visiblement, on travaille sur des fichiers. On travaille sur du XML, du format XML. Et on travaille également sur du JPEG, l'image. On voit ce qu'on a chargé comme librairie. Et on a notre package log parser qui est utilisé. Visiblement, on s'en sert là. D'accord? Parse data, URI, string. Et ça travaille sur du XML. Pas trop surprenant. Qu'est-ce qu'on avait vu au début de la vidéo? Que, en effet, quand on utilise du Spring, on peut avoir du HTML5, on peut avoir du XML, du XHTML, XML, HTML. Je vais y arriver. Grosso modo, on fait une HMAP. D'accord, on va intégrer tout ça et tu vois qu'on fait notre map put IP, user agent, URI. Qu'est-ce qui se passe en fait? Visiblement, il y a une chaîne qui est cherchée. On cherche du JPEG. On le voit, isImage string file, return true. Donc il faut absolument que quoi là? Il faut absolument que la ligne contienne .jpeg au niveau de la chaîne de caractères. D'accord. Ensuite, on fait un split, d'accord, line split. On voit que quoi, notre séparateur, c'est nos barres droites, d'accord, c'est le délimiter. Donc la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Elle est divisée en 4 chaînes. La première chaîne doit être un nombre, d'accord. Donc on a 4 chaînes et la quatrième chaîne, elle doit quoi? Elle doit pointer vers un JPEG existant, d'accord. Ensuite, la première chaîne, elle a quoi? String IP. Donc, il doit y avoir un nombre, si on parle d'adresse IP. Ensuite, tu as vu, il y a un truc qui attire notre œil, c'est quoi? C'est, si je fais un CTRL F maintenant, je cherche artiste. D'accord? Tu vois qu'il apparaît plusieurs fois. String artist, string artist, string artist, credit, string artist. Donc, grosso modo, on a des métadonnées au niveau de notre balise et on voit que ça pointe vers artiste. On a un fichier JPEG qui doit avoir quoi? La valeur de... Qu'est-ce qu'on a vu? Que c'était traité en XML. C'est ce qu'on voit là. Tu vois qu'on fait une concaténation. D'accord? Credits. D'accord? Donc, étant donné que l'utilisateur actuel, on a quoi? Est-ce qu'on a accès, nous, à credits? On n'y a pas accès. D'accord? On doit définir la valeur d'artiste sur quoi? Sur un endroit où on a accès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que je vous le répète tout le temps, pourquoi on va dans TMP? Parce que n'importe qui de l'extérieur a les droits. C'est pour ça que j'ai poussé mes payloads. Donc, est-ce qu'on pourrait pas feinter le système et essayer de détourner la logique? On a un creds et puis notre JPEG aussi. Parce que le JPEG là, ok, on a vu en haut, il faut que quoi? On a notre namespace, on remonte, on a notre image. Notre image, c'est pareil, il faut que ça se retrouve dans un répertoire où on peut faire des modifications. C'est pour ça que par simplicité, on va détourner toutes ces logiques qui sont là et on va lui dire plutôt que tourner dans quoi? Dans credits. Moi, j'ai pas accès à credits, d'accord? Je vais tout te dire de faire dans TMP, d'accord? Et dans TMP, j'ai quoi? J'ai le read, le write et le execute. J'ai la possibilité, j'ai les pleins d'accès, d'accord? Est-ce que c'est vrai ce que je raconte? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? ls list directory sur quoi? Sur credits. Ok, on voit qu'on a que l'execute et logs à le read, ok, et le write, le read and write, il n'y a que le root, d'accord. Moi le problème c'est que je suis Woodank, d'accord. Donc nous là, on peut quoi? On peut rien faire du tout en fait, excusez-moi, je vais oublier un truc. Donc nous, tu vois qu'on est totalement bloqué. On n'a ni le read, ni le write, ni le execute. Je répète, le logs a le read et execute et le root a le read, le write, mais il n'a pas. Je suis pas propriétaire du dossier, je peux pas modifier les autorisations, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que vu que le code source il nettoie pas le nom de notre artiste, on va feinter et on va lui dire que on va faire du path traversal, d'accord, et on va aller stocker notre endroit. Il veut quoi? Un fichier XML,
d'exploitation dans un dossier. Je vais choisir le dossier et je vais choisir un dossier où mon utilisateur a un accès en écriture. Plutôt qu'utiliser Credit, c'est ce que je te disais avant, on va utiliser TMP. Maintenant, il nous faut forger un fichier, JPEG, puisque c'est ce que ça nous demande, grosso modo. Alors, faut pas qu'elle soit trop grosse, on va prendre un truc simple. J'espère qu'elle est enregistrée en JPEG. Elle est en JPEG, parfait. On va l'enregistrer dans téléchargement, save, parfait. Alors, je reviens sur ma machine et c'est là qu'on va commencer à faire la bidouille. Je vais aller dans téléchargement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tout se passe avec l'artiste. On concatène, on veut la photo et le XML. On va exploiter cette faille. Artiste, on a vu qu'on peut lui passer quoi? On va injecter directement dans quoi? Dans le champ artiste. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois que déjà c'est beaucoup trop long. Je vais l'appeler exploit.jpg. JPG même, on va le renommer. Ok, file, exploit, qu'est-ce qu'il me trouve? Voilà, JPEG. Ok, parfait. Donc je vais donner la bonne extension. Maintenant, si on fait un exif tool sur mon image, il y a les métadonnées, on veut les extraire. D'accord. Est-ce qu'il y a un champ qui s'appelle artiste? Non, malheureusement, tu vois qu'il n'y a pas de champ qui s'appelle artiste. Je te rappelle, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche artiste quelque part. D'accord? Il veut son artiste. D'accord? Ça parse. Yuri, artiste, crédit, creds, tout ça. C'est important. Donc, on va lui donner. Il veut une image, on va lui donner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux dire à ExifTool d'écrire dans le champ. Je vais lui dire, il y a un champ quoi? Artiste. Et maintenant, tu injectes quoi? GG? Non. Tu injectes quoi? Tu sors de 1, passe traversale, tu vas dans TMP et il y a le GG qu'on vient de créer. D'accord? Et comment s'appelle notre photo? Exploit. Ok, on l'a mis à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'injecter le payload. D'accord? Pourquoi on fait ça? Credit? J'ai pas le droit. Qu'est-ce que je lui demande? Passe traversale, injecté dans le champ. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, tu sors de 1, t'arrives route, ok, à ce niveau-là, et je lui dis quoi? Tu rentres dans TMP, c'est des TMP, et tu vas dans GG. Ok, parfait, c'est ce que je lui dis. Ce que je lui dis. D'accord? Ok, donc là, on vient de pousser notre injection. On a notre JPEG, on a notre image. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui est géré? Il y a deux choses. On a un fichier, image. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on fait? JPEG et il nous faut notre XML. D'accord? On l'a vu. D'accord? IP, User Agent, Yuri, le JPEG et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre XML qui est tout en bas. Creds. Et on a vu qu'on va le renommer. On va travailler là-dessus. Donc, il nous faut générer un fichier XML. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut pas pomper? C'est ça le truc. Faire une petite recherche. On aurait fait un find. Est-ce que je peux quand même faire quoi? Faire un ls sur credits? Cannot open? Ok. Donc, pourquoi on peut pas le lire? Parce que c'est toujours le même programme. On n'est plus, vous vous rappelez, on n'est plus logs. Donc en fait, c'est fou, mais le shell qu'on a poussé tout à l'heure, il était bien plus efficace en fait que le shell qu'on a actuellement. D'accord? Donc, on va retourner. Ok. Et là, tu vois que, là, t'es logs. Donc, tu vois, vous voyez, franchement, le CTF, il est compliqué. Vraiment très compliqué. Mais que vous compreniez, je vais à la racine. Qu'est-ce que je peux faire? Incroyable. Là, je peux quoi? J'ai les droits. Pourquoi j'ai les droits? Parce que
Contrairement à l'autre shell, je suis en logs. Ah putain. Et là, tu vois que j'ai les XML. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais lire un des deux et on va recopier tout simplement la structure de l'XML. Hein. C'est le meilleur moyen, c'est de pomper et de faire un clone pour le militariser. Ok, je l'ai là. Je prends structure on ne peut plus classique. D'accord. Et maintenant, on va venir travailler sur ma machine. D'accord. On va ouvrir. Sudo nano toto.xml. D'accord. Parfait. Donc on copie, on quitte, on sauve. On a notre fichier XML. Parfait. Alors là, on va pousser une faille XXE. Alors c'est une XXE et on va faire ce qu'on appelle du XML Entity Expansion. D'accord. Grosso modo, ça nous permet de parser des données dans un fichier malicieux. D'accord. Là, je vais l'appeler ggauthor.xml là, comme on a vu que ça concatène, mais j'aurais pu l'appeler classiquement evil XML, et je vais pouvoir tout simplement via ma XXE exécuter du code qui va être malicieux et qui fait quoi? Bah là, t'as bien compris que il demande de lire etc passvd. D'accord. Donc techniquement, cette attaque, elle est exploitée pour exfiltrer des fichiers arbitraires. On peut monter des attaques côté serveur de request forgery. D'accord. Donc techniquement, on peut faire du port scanning, par exemple sur le réseau de l'application cible, hein, et on peut même faire du DOS, du denial of service, du déni de service. D'accord. Donc le problème, c'est que les applications Java qui utilisent les librairies XML, elles sont très vulnérables aux failles qu'on appelle XXE. D'accord, je vous avais déjà fait des cours là-dessus. En fait, c'est comment on gère, on traite les données. On a vu que on a de multiples parseurs, hein, qui parsent les données. Là, il y en a un qui va parser du JPEG, et l'autre qui va parser du XML. T'as bien compris qu'on est en train de militariser les deux. D'accord. On a injecté dans le champ artiste de mon image une local file inclusion, en tout cas un pass traversal pour être plus précis, et là maintenant on va militariser le XML et lui demander de faire un appel malicieux. D'accord. Les données sont parsées, elles sont traitées, ça exécute automatiquement notre charge utile. On va faire très simple, je vous mettrai encore plein de documents, hein, à vous d'aller creuser, sinon la vidéo fait 25 heures. GetName, il récupère la valeur, d'accord, sur notre image. Ensuite, il traite la URI, hein, il gère ses integers. On a le total view, il fait un système printout, d'accord. Donc là-dedans, en fait, il va falloir qu'on copie un peu, hein. On voit qu'il y a des champs qui sont intéressants pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le total view, on va le modifier, on s'en fout, d'accord. L'image, pareil, il faut qu'on fasse notre modification. D'accord. Le getText, il va falloir modifier également cette partie du code et la partie view. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a notre foo, on a notre any, pas de problème. Ça, c'est ce que j'ai repris, hein, et la XSE. Hein, c'est ça qui est le plus intelligent. Tu vois qu'il y a 3 barres et il n'y en a pas 2. Hein, ça, c'est assez particulier. D'accord. Il faudra penser à faire ça. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est root, et dans root, il y a un SSH, et dans SSH, il y a ID RSA, la clé privée que tu ne dois surtout pas partager, hein, sinon on va poutrer ta machine. D'accord. Ok. Donc ça, c'est cool. Le credit, qu'est-ce qu'on a vu? G, et qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Bah la URI. Qu'est-ce que je t'ai dit? Chose importante. Qu'est-ce qu'on a vu? Total view image, URI, ça c'est important. D'accord. Total view, on s'en fout. Nous, ce qu'on va injecter, c'est dans l'image. On va lui caler le premier, ma balise. Et là, pareil, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de sortir. Mais rappelle-toi, c'est là que ça devient très compliqué. On va sortir de 5. On va sortir de 6. On va faire ça. Il nous en faut 6.
et je vais vous expliquer pourquoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Là, on a notre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu? On va dans TMP, et dans TMP, on va charger notre image Explore. Alors, c'est là que ça devient un petit peu particulier. Il faut commencer à piger en fait. Déjà, le View 2, on va le passer à 1 de façon incrémentale. Voilà. Quel est le problème? Là, je suis en train de pousser mon payload. D'accord? Donc, parfait. Qu'est-ce qu'on a vu? On termine par credits. Hein, c'est la partie qui nous intéresse dans notre snippet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut totalement remanier. Hein, je vous ai dit qu'il y a des parties qui nous intéressent pas. Je vous ai dit que view, on s'en fout complètement. D'accord? Donc, simplifiez au maximum votre charge. D'accord? Ça vous évite d'avoir des problèmes d'exécution au niveau de la X. Ok. Qu'est-ce qu'on a vu? Je repars. Que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, vous voyez que notre fou, on l'encapsule. Hein. Je le dégage de là. Ok, on a notre fou. Là, je referme. On a mis une view là, hauteur GG. Total view, vous mettez ce que vous voulez. Il faut qu'on referme avec credit. Hein. T'as vu que là, on l'ouvre. Donc, il faut qu'on referme. C'est un langage balisé. C'est un langage XML. Donc, j'ai fermé. Là, on a notre charge. On sort de 6, comme on a vu. D'accord? Donc, si on vérifie, credit, je l'ouvre là, je le ferme à la fin. Le total view, je lui donne une valeur. Notre image, on ferme là parce qu'on l'a ouvert là. Et là, Yuri, on injecte là. Et il nous faut notre view. Donc, on retrouve les éléments. Hein. Total view, view, Yuri, blablabla, blablabla. Donc, techniquement, c'est ça qui est dur à comprendre maintenant. C'est que le principe de la XXE, hein, vulgarisé à l'extrême, je te dis, prends ce pass. D'accord, on a vu 6. Ok, mais pourquoi 6? Si tu prends ça, qu'est-ce qu'on va faire? Techniquement, si tu suis un petit peu ce que je t'ai dit, on va faire exactement ça. On lui injecte à la suite. D'accord? Voilà le pass traversal. Donc tu vois, on va combler. Alors, faut pas que j'en mette un double. On va combler. Et techniquement, ça va aller taper là-dedans. D'accord? Et c'est un petit peu la logique, d'accord? Mais le payload, il est comme ça. Ça, c'est... Ok, où ça se trouve? Qu'est-ce qu'on veut? On a vu que l'image se chargeait dans le statique. Parfait. On veut ressortir de 1. On fait le chemin inverse, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais à la racine. Et dans TMP, on va chercher exploit. D'accord? Donc, il faut que je upload maintenant exploit dans TMP. Donc, comme les entrées utilisateurs sont pas faites, enfin, en tout cas, il n'y a pas de nettoyage du nom de fichier, on va utiliser la technique du pass traversal pour faire pointer vers le fichier jar qui est chargé par le root. Et le but, c'est qu'il exécute notre fichier JPEG malicieux. Mais comme le jar est possédé par le root, du coup, l'exécution du JPEG se fait avec des privilèges élevés. Du coup, la charge utile s'exécute et elle vient pirater la machine. Ok? Par contre, on a encore un problème. On a encore un problème. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand on parse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu au tout début? Eh ben, j'ai cette merde. J'ai cette merde, c'est mon séparateur. Et ça attend quoi? Ça attend un string, une IP. D'accord? Donc, on va lui donner une valeur random d'IP, hein, pour le feinter. Et il nous faut injecter quoi? Les séparateurs. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Si on se la joue en mode diablotin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais lui faire 666, d'accord? Séparateur, c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on lui passe? On a vu qu'on passait 1, 2, d'accord? Je vais lui passer ce que vous voulez, hein, T, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à chaque fois, c'est pas 1, mais c'est 2, le séparateur. Donc, il faut que je en mette 2. Voilà. Et là, on a l'injection. D'accord?
Sauf que, on va pas le faire avant, tu as bien compris. En fait, c'est où qu'on le place? Si il y a ça, ensuite là, c'est le parseur qui rentre en ligne de compte. Il lui faut ses séparateurs. Donc on va lui laisser ça et on va lui mettre, hop, on lui injecte la charge en fait ici. D'accord? Je lui mets TT, ce que je veux, peu importe, et je lui cale ça. Ça, c'est le payload final. D'accord? Et là, on respecte ce qui est demandé dans notre code source. D'accord? C'est ça qui fait toute la différence. Sinon, ça sera mal interprété. Puisque tu vois que la classe publique, hop là, il y a le line split avec notre séparateur et elle attend son string. Et ben, on lui donne. Le string, c'est 666 et on veut quoi? Ben, elle veut 2 séparateurs. On lui met une lettre. On lui cale une lettre. Là, j'ai mis T. On aurait pu utiliser n'importe quoi. Donc, techniquement, ça, c'est mon payload. On va pas l'abîmer. Si je tape red panda.log, on a la documentation. Tu creuses. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans Red Panda? On va faire très simple parce que là, le problème, c'est qu'il est vide. Je sors de là. Je vais là. Ok, je sors encore une fois. Et on a notre Panda Search. OPT. Donc, si on va dans Panda, on a notre Red Panda. D'accord? Et là, on voit que pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Ok, Toto. Greg. Ok, Greg. Parfait. On a la photo. Haute. Ok. Et on voit les statistiques là pour nos 2 utilisateurs. On peut voir les statistiques. Parfait. Tu vois qu'en consultant, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est tout simplement un fichier journal d'accès web qui va stocker l'accès web avec toutes les métadonnées. On a l'état HTTP, on a nos codes 200, 500, pour nous dire les codes d'erreur HTTP techniquement. On a notre agent utilisateur, le fameux user agent. Tu vois le Mozilla, ça c'est quoi? C'est le user agent de quoi? Mais de mon navigateur, ni plus ni moins. D'accord? Firefox, et on voit quoi? En final, on voit la page qui est consultée. Et tu vois bien ce séparateur que tu retrouves. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit dans le code source, hey Coco, il y a une adresse IP. Ok? Mais oui, en effet. C'est pour ça qu'on doit le feinter. J'espère que maintenant, c'est plus clair. Parce que c'est dur à expliquer des choses techniques. Mais pourquoi tout ça? Parce que quoi? Yuri, ok, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on a vu tout au-dessus? Je me distrais, pardon. Voilà. IP string, séparateur. Mais en effet. IP string, 1, séparateur, et le chemin. Eh ben nous, qu'est-ce qu'on va lui donner? On fait l'injection via la XCE et on va lui donner ce pass-là. D'accord? Ça, c'est l'adresse IP tronquée. Je lui mets 666 et au lieu de mettre mes 2 séparateurs, j'injecte quand même un caractère entre. D'accord? Et on pousse notre charge utile. D'accord? Donc vous voyez que au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un script qui nettoie. Visiblement qui nettoie. Pourquoi? Parce que tu as vu que quand j'ai fait un 4 sur avant, il était totalement vide. D'accord? Donc de temps en temps, visiblement, il y a quelque chose qui vide les logs sur le fichier Red Panda. D'accord? Et dès que j'interagis à nouveau avec le serveur, d'accord? Eh ben, ça prend note. Alors, je sais pas au bout de combien de temps, mais tu vois qu'au bout d'un certain temps, il le vide. Toute la subtilité et la complexité de cette faille, c'est qu'on va injecter dans le fichier, mais il faudra le lire et en espérant que la XXE fonctionne et qu'on récupère les clés SSH dans Red Panda pendant un certain temps. Parce que si je traîne trop, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, c'est effacé. D'accord? Mais c'est le moyen à la limite le plus simple que de refaire encore une redirection.
D'accord? Donc maintenant qu'on a fait toutes ces modifications, on a fait quoi? On a militarisé une image, un fichier XML. D'accord? Je veux modifier le journal. Qu'est-ce que va faire la XXE? Elle va être chargée par le fichier jar, celui-là, Snapshot, et te rappelle, tu as les ressources là qui tournent, qui est dans 3 répertoires encore en dessous. C'est lancé par route, ça va charger le XML, l'image, et heureusement, ça va injecter dans une des chaînes, ça va injecter la clé, qu'on devrait récupérer si tout se passe bien. Alors, je retourne sur ma machine. Donc le Toto, déjà, qu'est-ce qu'on a vu? On travaille dans un répertoire GG, on a vu que ça prend le nom de l'auteur, et le nom de l'auteur, on lui a mis quoi? 4, Toto, on lui a mis GG. Donc je peux pas le laisser s'appeler quoi? Toto, ça marchera pas. Il faut le renommer en Toto, en GG, XML. Puisque je lui demande quoi? L'auteur, concaténation, il va nous mettre le underscore automatiquement. C'est ce qu'on a vu. Ok, là on est bien. Parfait. J'héberge. Ok. Maintenant, il faut qu'on récupère le bazar. Je vais dans TMP. D'accord. Parfait. Dans TMP, qu'est-ce qu'on a vu? On peut faire un wget sur ma machine. Et on chope le fichier qui s'appelle exploit.jpeg. Est-ce qu'il est là? Notre exploit, il est là. D'accord, parfait. Et il nous faut quoi? Il nous faut notre... j'ai oublié de le renommer. Je vous dis de GG, excusez-moi, je suis en train de me distraire. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas gg.xml. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est gg underscore creds.xml. Excusez-moi. Donc gg devient underscore creds.xml. Parfait. Ah, j'ai fait une boulette. J'ai mis un de trop là. J'ai mis un de trop. J'en ai mis un de trop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, j'en ai mis 7. Grosse boulette de ma part. Encore une fois. Faut absolument que je rectifie. Donc. Erreur de ma part. Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Ok. On réhéberge. Donc là, je fais des bêtises. Je suis en train de me distraire. On recharge notre fichier tmp ggcreds xml 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, c'est bon. On injecte. Donc, je reprends. Je fais un ls pour être sûr que le shell est actif. Je vais lui dire, ok, tu sors de là. Je vais lui dire, tu écho. Je recommence mon payload. Ah putain, il faut que je rajoute moi-même à la main. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 666. T. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je referme. Et on pousse ça vers OPT. Panda. Search. Red. Panda. Dans le fichier de log. Je vais m'assurer plutôt 2 fois qu'une. Qu'est-ce qu'on veut? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
je referme, je réécris dans OPT Panda Search sur. Ok, donc là on est en permission denied. En principe, au bout de quelques minutes, date, ça fait combien? 38, 2 minutes 24, GG Creds. Bim! Yes! On récupère ce qu'on lui avait demandé. Vous voyez que le payload, hein, on était en fou. Qu'est-ce que j'avais mis? On était en fou. Voilà. C'est comme ça qu'on sait que ça va être injecté la XXE. Hein, c'est notre marqueur. Comme ça, on se repère. On sait que c'est là-dedans. Donc là, bah, on n'a plus qu'à se forger une clé et la machine est poutrée. Donc très très longue attaque, très technique. Hein, mais voilà, c'est en faisant des CTF hardcore que vous allez devenir très bon. Sudo, nano, quoi, ID, RSA. Je colle. Je sauvegarde. Yes. Ok. Il faut que je lui donne les modes. CH mode 600 sur ID. Sinon ça va pas marcher. Et maintenant je vais faire un sudo SSH. Route sur la machine 10, 11, 170 avec la clé qui s'appelle ID RSA privé. Yes. Boum. Voilà. Extrêmement complexe, mais on est dedans. On est dedans, putain. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que vous avez kiffé. On n'a plus qu'à récupérer notre petit drapeau route. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.